En 1914, l'année de la Grande Guerre, le cinéma italien invente la superproduction antique. Cabiria, de Giovanni Pastrone, est le premier péplum. Le mot n'existe pas encore, mais un nouveau genre est né. 2 ans plus tard, Hollywood répond à l'Italie. Griffith tourne Intolérance, qui donne au genre ses codes et son écriture. La démesure des décors, saisie en plan d'ensemble, avec la fameuse grue. La foule des figurants, qui remplit l'écran. Le fracas militaire, ici la prise de Babylone par les Perses, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Au temps du muet, le 7e art raconte la grande histoire, en rejouant les temps anciens. Et d'emblée, le fantasme l'emporte sur la réalité historique. Car ce qui compte dans le péplum, c'est le spectacle. Ce qui compte, c'est l'émotion. On va au cinéma pour voir les exploits des héros. On crie dans la salle, comme le public au cirque. On se demande si Ben-Hur va remporter la course. On se demande comment il va faire pour arrêter son char. Jamais un genre de cinéma n'a couvert une période aussi longue. Péplum est un mot valise dans lequel on range 2000 ans d'histoire. Un livre d'images pour un public qui retombe en enfance. Il y a des péplums pour tous les goûts et tous les temps. Le péplum biblique représente l'histoire du peuple hébreu, d'après l'Ancien Testament. Combien d'Américains ont lu la Bible sur grand écran? Combien d'enfants ont pensé que Charlton Heston était le vrai Moïse? Le péplum grec revient sur les héros de la Grèce antique. Histoire mythologique, la guerre entre Grecs et Troyens, d'après l'Iliade. Brad Pitt en Achille chevelu. Histoire politique et militaire, l'épopée d'Alexandre le Grand. Héros à 20 ans, Richard Burton, dans un de ses premiers rôles. Il y a le péplum égyptien, l'Égypte des pharaons, passion d'Hollywood. Quand Howard Hawks délaisse l'Ouest sauvage pour filmer la terre des pharaons, sur un scénario de William Faulkner, et tant pis s'il n'a écrit qu'une seule ligne du texte, celle-là peut-être. 3 million of such stones would be needed before the work was done. Enfin et surtout, last but not least, en bon latin, il y a le péplum romain. Well, there it stands. Rome. La Rome ancienne et son histoire ont occupé le cinéma américain pendant 10 ans. Dans les années 50-60, son deuxième âge d'or après le muet, le péplum remplit les salles. Ben-Hur, Quo Vadis, La Tunique, Spartacus, la chute de l'Empire romain. Hollywood triomphe en racontant Rome. Pour contrer l'offre de la télévision, le petit écran qui vide les salles de cinéma, les studios se lancent dans le grand spectacle. On migre à Rome et on rejoue l'Antiquité dans les studios de Cinecittà. Rome est une manne, des décors toujours plus grands et des figurants toujours plus nombreux pour les habiter. Des budgets, comment dire, pharaoniques. Pour faire du péplum le spectacle ultime, l'industrie crée des techniques nouvelles. On invente le cinémascope pour La Tunique d'Henri Koster, La Passion du Christ, en écran large, pour la première fois. Pour Jason et les Argonautes, Ray Harryhausen invente des trucages révolutionnaires. En 1963, le film est un phénomène. Le combat entre Jason et l'hydre à 7 têtes est une date dans l'histoire des effets spéciaux. 30 ans plus tard, c'est la même technique et le même Harryhausen qui anime la Gorgone dans Le Choc des Titans de Desmond Davis. Persée et son fameux bouclier miroir qui lui permet d'affronter Méduse sans croiser son regard. On va aussi voir le péplum pour ses couleurs. Le grand écran est comme une palette. En 1963, Cléopâtre de Mankiewicz est le film le plus cher jamais tourné. Beau succès en salle, mais pas assez pour couvrir les frais de tournage. Une sorte de flop, mais un flop sublime. Jamais on n'a vu de tableau aussi beau. La démesure, l'argent dépensé sans compter. Le spectacle, rien que le spectacle. La fête pour accueillir Cléopâtre dure plus de 10 minutes. C'est la fin d'une époque à Hollywood, la fin du péplum d'auteur, clin d'œil malicieux de Cléopâtre à son amant César, comme si elle savait. Sous son versant italien, le genre continue à cartonner au box-office. Mais l'histoire antique n'est plus qu'une toile de fond, une mythologie. Ce sont des films de héros. Le péplum popcorn ramène le genre à sa nature première, divertir. Car ce que cherche le public en venant au péplum, c'est s'amuser. On va au cinéma en famille, et on veut voir les mêmes scènes de film en film. L'empereur ordonne au gladiateur de tuer son adversaire, et Pépé en reste bouche bée. Le public vient voir les combats à main nue. Dans l'arène, on voit les combattants de près. Le péplum est un combat de catch. Le genre célèbre le corps masculin, sous son versant viril, le goût du sang, mais c'est la noblesse du muscle qui triomphe souvent. Maximus désobéit à l'empereur, épargne son adversaire.
Ces vertus du corps viril, c'est Ben-Hur qui les incarne, personnage phénomène. Galérien avec ses collègues rameurs, tous torse nu, tous en sueur, l'effort physique sous la contrainte. Mais surtout Ben-Hur et son char, l'exploit sportif, le plus fort à la course. Combien d'enfants ont pensé que Charlton Heston était le vrai Ben-Hur? Dans les années 60, les héros de cinéma s'appellent Hercule ou Massiste. Hercule terrasse le lion de Némée et le culturiste Steve Reeves devient une idole, l'acteur le mieux payé au monde. Le temps d'une baston dans l'arène, les stars du bodybuilding ont leur quart d'heure de célébrité. Plus personne ne se soucie de mythologie ni d'histoire. L'important, c'est de donner des coups et de se marrer. Ici, Massiste, bizuté par des gladiateurs, le péplum devient bête et méchant. Il devient aussi du porno soft. On montre des femmes amazones se battre nues. L'histoire n'a plus d'importance. Le n'importe quoi devient une période historique. Un jour, le genre entrera dans son ère parodique. L'Antiquité, juste pour rire, avec Mel Brooks, en Moïse Père Noël, dans La folle histoire du monde, Moïse maladroit. Avec Jean-Yann, en 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ, course de chars télévisée, avec le commentaire de Léon Zitrone, bien sûr, vie de César, bourré d'erreurs, en moins de 10 secondes. 1m74, 82 kg, fils de Néron, petit-fils de Caligula, famille incomparable qui a donné tant de chefs à l'Empire romain. Après la bagarre, on veut les batailles. C'est l'autre morceau de bravoure. La version collective des combats dans l'arène. Bataille navale, reconstituée avec les moyens du bord, c'est-à-dire en studio, avec des maquettes presque grandeur nature, pour Ben-Hur, en 1959. Bataille terrestre, dans Spartacus, en 1960. Déplacement des troupes, chorégraphie en plan d'ensemble, triomphe de la vue panoramique. Ensuite la charge, la caméra suit les troupes qui foncent sur l'ennemi. C'est la bataille de Gaugamel en 331 avant Jésus-Christ, dans Alexandre de Robert Rossen. Offensive des Perses en char, contre-offensive des Grecs macédoniens à cheval. La cavalerie, comme dans les westerns, qui laisse Darius et le camp perse pantois. 50 ans plus tard, Oliver Stone filme la même bataille, mais la puissance technique du cinéma a changé. Ce sont les drones qui filment le déplacement des troupes, depuis le ciel. On dirait les guerres d'aujourd'hui. Et quand on est au sol, la mêlée donne le sentiment de participer au combat. Fantasme de la pure violence, c'est l'Antiquité gore 2.0. La guerre, comme si on y était. Chaque péplum est une promesse d'immersion. Dans 300, Zack Snyder filme la bataille de Marathon, comme un jeu vidéo. Mais derrière le décorum, derrière les guerres rejouées, que raconte le péplum? Eh bien d'abord une histoire du pouvoir. Aucun genre n'a exploré les puissants avec autant de passion. Chaque péplum rappelle que la politique, c'est avant tout une affaire d'image et de mise en scène. Des kilomètres de pellicules pour filmer les fêtes en l'honneur de Néron. Au début des années 60, les foules de figurants en délire réveillent le souvenir d'autres foules, bien réelles celles-là, qui ont permis le triomphe du fascisme 20 ans auparavant. À l'écran, les chefs romains qui se saluent ont le même geste que les vrais dictateurs d'avant-hier. Le public vient voir la vie des grands. Par ordre d'importance, 3 vedettes de l'Antiquité. Le champion, Jules César, 50 films au compteur, César pour rire, Alain Chabat, dans Mission Cléopâtre. Caesar ou César? César sérieux, Rex Harrison, chez Mankiewicz, qui font ici, dans les bras de Cléopâtre. En numéro 2, Néron, l'empereur fou. Charles Laughton dans Le signe de la croix, qui joue de la lyre en contemplant son œuvre, Rome en flammes. Néron Peter Ustinov dans Quo Vadis, sommet de cruauté, quand il s'amuse à torturer les chrétiens en les jetant au lion, pour le plaisir de la foule et de son épouse Popée. Popée qu'il finit d'ailleurs par étrangler, dans une ultime crise de folie. Dans la démence, Néron n'a comme rival que Caligula, Malcolm McDowell chez Tinto Brass, empereur assassin, orange mécanique au 1er siècle après Jésus-Christ. La troisième star du péplum est une femme, Cléopâtre bien sûr. Claudette Colbert dans la version de Cécile B2000, en 1936, smart girl sexy et pleine de malice, qui ne sait plus quoi inventer pour décoincer César. Elizabeth Taylor, chez Mankiewicz, Cléopâtre sensuelle, reine des plaisirs, mais surtout Cléopâtre glamour et puissance politique, qui vient rappeler le rôle des femmes dans un genre dévoré par la testostérone. C'est par Cléopâtre que le péplum se féminise et qu'il trouve son autre thème après la guerre, l'amour. Tous les péplums sont des mélodrames.
C'est le regard initial de Spartacus sur Varinia qui va porter son désir révolutionnaire. Même transformation chez Marcus Vinicius, Robert Taylor dans Quo Vadis, il renonce à sa romanité par amour pour la princesse chrétienne, Ligia, Deborah Kerr. Marcus, my husband. Mais la relation n'est pas toujours aussi claire. Dans Les Bons Péplums, la femme met à l'épreuve la puissance masculine. Elle bouscule le genre et son assurance virile. Dalila et Eddie Lamar se moquent de Samson, Victor Mature, qui sort son gros joujou à la moindre alerte. Plus tard, elle le trahit, en l'empoisonnant, en lui coupant les cheveux, source de sa force. La femme fatale détruit Samson, objet de son amour. Pas étonnant qu'un des plus beaux péplums des années 60 se trouve dans le plus beau film de couple de l'histoire du cinéma, Dans le mépris, de Jean-Luc Godard. On se souvient. C'est un péplum signé Fritz Lang, une adaptation de l'Odyssée. On n'en a que les rushs, mais quel rush! Il y a tout. Le héros guerrier, le poème, Qui, à travers 100 000 dangers, êtes venu aux confins d'Occident. Ne vous refusez pas à faire connaissance en suivant le soleil du monde inhabité. il y a Homère, Tiens, Homère. et puis il y a le visage polychrome de Minerve, la protectrice d'Ulysse, qui regarde de ses yeux rouges la tragédie des hommes. Avec la musique de Georges Delerue, bien sûr. Bref, l'Antiquité pour l'éternité. C'est Minerve, là, non? Ja, die beschützerin von Odysseus. C'est la protectrice d'Ulysse. Het is Neptun, de doodfeind van Odysseus. Et ça, c'est Neptune, son ennemi mortel.